Merci, hein, merci. Félicitations de toute façon pour l'organisation de ce marathon avec des présentations de qualité. Et merci de m'avoir offert l'occasion d'être là et c'est un réel plaisir. Donc, je vais parler des dilemmes éthiques en période de crise. On entend par crise les guerres, les troubles sociaux, les catastrophes naturelles et bien sûr les épidémies. Et je vais focaliser, bien sûr, toutes ces crises partagent en gros pratiquement les mêmes problèmes ou les mêmes questions éthiques, mais il y a des spécificités relatives aux épidémies et je vais soulever certaines questions qui ont été discutées au cours de cette pandémie. La communication, les mesures liberticides, la stigmatisation, les technologies de l'information et communication, la priorisation des soins, terminologie qui pour moi est inacceptable, j'y reviendrai, les rites funéraires et la recherche. Chacune de ces questions mériterait une conférence, donc je vais essayer d'être simple et passer des messages succincts et relativement clairs. Tout d'abord, pour la communication, elle est entre deux écueils, la dramatisation et la banalisation. Donc, dramatisation avec une exagération, nous avons remarqué un matraquage médiatique extraordinaire et sans précédent, avec un discours alarmiste, et on a même parlé de guerre et d'armée blanche, entre guillemets. Je pense que le choix de terme guerre n'est pas innocent. C'est pour permettre aux autorités de donner des ordres et prendre des mesures qui seront plus facilement acceptées par la foule, par les populations. Voilà, donc faire passer des... donc ce concept ou cette dramatisation, cette exagération a comme avantage quand même de faire une sorte de prise de conscience du danger et sur la gravité de la situation et une mobilisation à l'échelle nationale et internationale contre un ennemi commun. Mais malheureusement, l'effet pervers, c'est qu'elle permet aux autorités de faire accepter des mesures que les gens n'auraient pas acceptées s'il n'y avait pas cette dramatisation. Elle engendre de la peur, de l'angoisse, et donc permettre à l'autorité de prendre ses décisions sur lesquelles je vais revenir après. Avec panique et une stigmatisation, et qui peuvent donner bien sûr l'effet inverse de l'objectif recherché. Et nous avons vu et nous voyons de plus en plus des Covid positifs ne pas aller consulter ou ne pas se restreindre aux consignes. Quand on parle d'ailleurs j'allais dire, de poursuivre pour homicide involontaire un Covid+, qui ne se plie pas aux consignes et qui contamine quelqu'un d'autre, le poursuivre pour homicide involontaire où la maladie, la vulnérabilité devient crime, je m'arrête. La banalisation, bien sûr, est à éviter parce qu'elle ne permet pas une bonne prise de conscience de la gravité de la situation, pas de mobilisation et pas d'adhésion aux décisions prises. D'ailleurs, les décisions prises, quelles qu'elles soient, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles doivent être suivies par tout le monde, sinon ça va être l'anarchie la plus totale et toute organisation devient impossible. Donc, on critiquera après où d'aller dire. Alors, pour résumer, concernant la communication, c'est une affaire de spécialistes de la communication en période de crise. Il faut que les spécialistes prennent la parole. Nous avons vu sur les médias, les réseaux sociaux, n'importe qui parler n'importe comment et n'importe quand. Concernant les experts, nous avons vu une prolifération de spécialistes experts, entre guillemets, qui nous livraient sur les médias ou sur les réseaux sociaux
leur impression personnelle et ils les présentaient comme des affirmations basées sur des évidences scientifiques et qui peut s'aimer, j'allais dire la zizanie, et les gens sont désœuvrés, ils ne comprennent plus rien, les masques sont bons, ils ne sont pas bons, telle mesure elle est bonne, elle n'est pas bonne, etc. Donc, laissez les experts parler et les vrais experts. Il faut que ce soit un discours de vérité. Il faut que la communication soit dynamique en fonction de l'évolution de l'épidémie. Il faut combattre les rumeurs et il faut une vraie pédagogie. Expliquer en langage simple, compréhensible, que les gens intégreront facilement pour qu'ils puissent adhérer. Il faut qu'il y ait responsabilisation personnelle et collective, et établir une confiance entre l'autorité pour qu'il y ait une adhésion volontaire. Rien ne vaut la confiance et l'adhésion et le volontariat. Tout le reste posera problème. Alors, mesures liberticides, je disais que la dramatisation, le concept de guerre, etc., ont permis aux autorités de prendre des décisions qui sont la quarantaine, le confinement, le couvre-feu, l'isolement, qui ont un intérêt pour le plus grand nombre, mais elles représentent une atteinte à la liberté individuelle, et donc il faut trouver un équilibre entre l'intérêt du plus grand nombre et la liberté et la protection des libertés personnelles. Et la prise, j'allais dire, de ces décisions, de ces mesures, risque de dérapage où, effectivement, ces mesures peuvent dépasser le but. Le but, effectivement, essayer d'éviter la contagion, circonscrire la pandémie, etc. Mais, et nous avons vu dans certains pays, certains chefs de gouvernement profiter de l'occasion de ces décisions-là pour, j'allais dire, une autorité plus importante. Tenir compte des plus vulnérables et assurer les besoins des plus modestes. On ne peut pas prendre les mêmes mesures dans une société hétérogène. C'est bien beau d'être confiné quand on est bien au chaud et quand on peut subvenir à ses besoins. Mais quand on vit au jour le jour, être confiné pose problème. Donc, avant de prendre ces mesures, il faut absolument assurer les besoins élémentaires de tout le monde, des plus nécessiteux. Et puis, nous assistons de plus en plus à un problème entre, j'allais dire, une concurrence entre autorités régionales et autorités centrales, en Tunisie et ailleurs. Et donc, qui peut semer un certain degré de discordance et un désarroi au niveau de la population. La stigmatisation, le discours dont j'ai parlé, etc., entraîne une stigmatisation des malades Covid+. Ils sont actuellement considérés comme des pestiférés. Le fait de réserver des institutions Covid+, consolide le délire donc des gens et donc j'allais dire la qualification relativement péjorative de ces patients-là. Stigmatisation des personnes âgées et des personnes avec comorbidité. On parle de plus en plus, il y a non seulement une stigmatisation, mais une discrimination. Quand on parle de déconfinement progressif et qu'on dit que les personnes âgées entre guillemets, 50, 60, 65, 70, j'entendais l'autre jour un éminent professeur, le président de la commission scientifique française, dire, bon, 60 ans pour les hommes, pour les femmes, pardon, 50 ans pour les hommes. Oui, ce sont des personnes plus vulnérables, plus exposées. Mais il faut que
la décision, ça peut être un conseil, une recommandation, mais certainement pas un ordre. Il faut expliquer aux gens, ici, il faut que ce soit une adhésion volontaire et certainement pas un ordre de l'autorité. L'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, numérique et géolocalisation. Oui, pour l'intérêt du plus grand nombre, pour diminuer la contagion, circonscrire la pandémie, etc. Mais c'est une atteinte aux libertés individuelles, surtout une atteinte au principe de la confidentialité et la protection des données personnelles de santé. On peut néanmoins les utiliser en les encadrant. Tout d'abord, volontairement, expliquer aux gens, les gens adhèrent avec un consentement libre, éclairé, préalable. Mais si on va demander un consentement, ces techniques peuvent perdre leur intérêt. Il paraît que pour qu'elles soient intéressantes pour circonscrire la pandémie, il faut qu'il y ait plus de 50% de la population qui adhère. Donc, ce n'est pas évident d'avoir donc facilement, et d'ailleurs, on peut se poser la question de la valeur d'un consentement libre et éclairé dans une ambiance de peur et d'angoisse. Il faut qu'il y ait l'anonymat et il faut que ce soit limité dans le temps. Donc, une fois la pandémie ou le problème de la pandémie résolu, donc arrêter la géolocalisation et le traçage numérique. On parle de priorisation des soins. Pour moi, c'est un terme péjoratif inacceptable. Péjoratif parce que ça sous-entend, il sous-entend un choix entre les patients, une sélection des patients, chose inadmissible. Je préfère parler d'optimisation des moyens limités, de ressources limitées. Alors, pour la prévention, la question est, est-ce qu'il est éthique d'engager les soignants sans moyens de protection? Bien sûr, protection pour eux-mêmes, mais même pour l'intérêt du plus grand nombre. Parce que si les soignants sont atteints, il n'y aura plus personne pour soigner les malades. Donc, pour l'intérêt de la population et du plus grand nombre, il faut bien protéger les soignants pour qu'ils soient là pour soigner et prendre en charge les patients. Alors, les soins, il y a des principes de base. Tout d'abord, la vie n'a pas de prix. Aucune vie n'est plus chère qu'une autre. Ni l'âge, ni le genre, ni la race, ni le rang social, ni les comorbidités ne peuvent justifier le choix entre deux passions. Et c'est nous, toutes d'ailleurs, ces critères sont discriminatoires. C'est une discrimination. Et les scores de gravité, on utilise les scores de gravité ou ce qu'on appelle chez les personnes âgées les scores de fragilité, de frail score. Ils ne sont pas assez discriminants pour permettre une décision à l'échelle individuelle. Ils sont utilisés à études statistiques pour comparer des séries, etc. Il faut que la décision soit collégiale. On ne peut pas permettre à un seul médecin de décider qui prendre, qui ne pas prendre. La base de la décision doit être le bénéfice pour le malade. J'ai un malade devant moi. Quel est le bénéfice escompté, le bénéfice qu'il peut tirer du soin que je vais lui accorder, mais certainement pas tenir compte de l'autre patient qui attend. C'est le patient que j'ai en face de moi, le bénéfice réel. Donc, comment il peut se sortir? Est-ce qu'il peut bénéficier des soins de réa? Et comment sera son état et sa dépendance en sortant de la réanimation? L'arrêt des soins ne peut se concevoir dans le cadre des LATA, c'est-à-dire la limitation et l'arrêt des traitements actifs en réanimation. On a entendu dire des médecins italiens disaient qu'ils étaient obligés de débrancher un patient pour prendre un autre. Pardon, c'est tout simplement inadmissible. On ne décide d'arrêter les soins chez un patient que s'il est
dans une situation désespérée, au-dessus de toute ressource thérapeutique, sans aucune alternative possible, et qu'on pense qu'on est dans le cadre de l'acharnement thérapeutique et de l'obstination déraisonnable. Et dans ce cas, continuer les soins sur une atteinte à la dignité de l'être humain et on touche à son humanité la plus basale, j'allais dire. Donc, ça ne peut se concevoir, c'est le patient. Je n'ai pas à regarder celui qui arrive derrière. Les rites funéraires, un mot, il faut respecter les rites funéraires, expliquer aux gens et permettre aux proches de faire leur deuil. Puisque cette session est dédiée à la recherche, au départ, je ne pensais pas parler de la recherche, mais la recherche doit obéir aux mêmes critères d'éthique de la recherche. Tenir compte de la vulnérabilité dans ces conditions accorde une autorité compétente, comité d'éthique locale, comité de protection de personnes ou ARB, l'Institutional Review Board chez les Américains. C'est un préalable indispensable. J'en parle pourquoi? Parce qu'il y a eu des dérapages en Afrique essentiellement, quand on a fait la recherche sur le VIH et récemment pour l'Ebola. Et les deux prétextes ou arguments, je dirais, qu'on a utilisés, même l'OMS les a utilisés, que les firmes pharmaceutiques ont utilisé, les Africains n'ont pas les moyens de se payer le traitement. Ils se sont permis des études contre placebo alors qu'il y a un traitement efficace. Le deuxième argument, c'est une situation d'urgence. Oui, nous sommes médecins avant d'être chercheurs. Il y a un minimum donc requis et il faut encadrer la recherche. Le consentement libre et éclairé. On peut toujours se poser la question de la valeur d'un consentement éclairé dans ces circonstances. Pensez au conflit d'intérêts et dans la recherche des nouveaux médicaments et l'intervention des Big Pharma. Je conclurai en disant discours de vérité dynamique pour établir une confiance, respect de la dignité, accès aux soins à tout le monde, équité, non-discrimination et pas de stigmatisation. Et merci pour votre attention. Et désolé.